Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Vous, en tant que CEO, vous n'avez plus que votre commercial à gérer. Arrive le temps donc où vous allez commencer à mettre en place du reporting pour le board. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Très bien, et toi Alexis ? Eh bien écoute, ça va très bien. Moi je suis ravi déjà que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro et aussi de passer un bon moment en ta compagnie sur des sujets que je trouve très intéressants et sur une typologie d'invités, si je puis dire, je ne sais pas si je vous range dans des cases ou pas, mais qui est pas si commune parce que vous l'avez peut-être compris en voyant marqué Xange en gros dans le lien de l'épisode, mais tu vas déroger un petit peu au profil DRH de start-up. C'est pas exactement ce que tu fais, donc est-ce que tu te présenterais pas ainsi que ce que fait Xange et ce que toi tu fais dans Xange ? Oui, bien sûr. Moi, chez Xange, je m'occupe de l'accompagnement des entreprises qu'on finance. Alors, peut-être pour présenter Xange d'abord. Donc, Xange, c'est un fonds de venture capital. On est un des top fonds français. On a investi dans des entreprises, ce qu'on appelle early stage, donc des entreprises en seed, série A majoritairement. Dans tout secteur d'activité, on a investi dans des entreprises assez connues type Welcome to the Jungle, Ledger, Lydia par exemple. Et généralement, on reste au capital pendant 5 à 7 ans, qui est la durée de nos véhicules d'investissement. Ce qui fait que dans nos portefeuilles, on a donc ces entreprises très connues et aussi pas mal d'entreprises moins connues qui sont au démarrage. Et en fait, c'est mon métier de les accompagner de manière complémentaire avec le soutien qu'ils peuvent avoir de leurs investisseurs. Et moi, plus spécifiquement, du coup, j'ai rejoint Xange donc en 2019, donc pour monter en fait l'accompagnement des startups du portefeuille. Ça fait, je dis toujours que je suis un pur produit de l'écosystème startup. Ça fait 8 à 10 ans, je pense, que je suis dans cet écosystème. En étant d'abord passée dans la case entrepreneur, j'ai eu ma boîte pendant 3 ans. Une agence de com pour les startups et une plateforme de crowd-testing pour les produits innovants. Je suis rapidement passée en conseil chez Wavestone, mais fort du constat que les grands groupes et moi, c'était pas forcément l'amour fou, je suis assez rapidement retombée dans l'écosystème startup. Mais j'ai beaucoup aimé cette partie quand même conseil, parce que ça m'a apporté beaucoup de structuration et notamment une passion pour le produit, puisque j'étais consultante product owner. Et donc, je suis retombée dans l'écosystème startup chez Paris & Co, où j'étais chargée d'accompagnement startup, où je m'occupais des programmes d'accompagnement pour les 400 boîtes incubées à l'année, avec une particularité qui était de scaler l'accompagnement auprès des 400 boîtes. Donc c'était un sujet hyper intéressant. Et puis ensuite, j'ai Xange qui m'a contacté en me disant tiens, on va lancer cette partie accompagnement. Et le portefeuille Xange a la particularité d'être assez profond, puisqu'on a 85 entreprises actives à l'instant T, dont à peu près 20% en Europe et le reste plutôt basé en France. Et donc il y avait cet enjeu de scalabilité dans l'accompagnement, dont on pourra parler peut-être plus tard. Mais oui, probablement, parce que, alors vous le savez peut-être si vous avez écouté beaucoup d'épisodes de ce podcast, on aime beaucoup varier les angles dans la manière dont on regarde un peu les sujets people et les sujets globalement de croissance de start-up. Beaucoup de fonds d'investissement se sont dotés d'équipes d'accompagnement operating ou d'une manière ou d'une autre, globalement apporter autre chose que du financement à leur participation. Donc je salue Anne-Sophie Delage de Brega, je salue Émilie de Elaya qui sont déjà passées dans ce podcast. Et donc, ça nous permet, et Pauline ne déroge pas à l'exercice, d'avoir une vision peut-être moins main dans le cambouis
de ce que c'est que la croissance et de comment on structure une boîte, entre guillemets, à toutes les étapes de sa croissance. Et c'est un peu de ça dont on va se parler aujourd'hui, parce que Pauline, tu nous as fait l'amitié donc de nous rejoindre sur ce podcast pour parler d'un sujet que tu connais bien, parce que forcément tu le vois, on va dire, quotidiennement, qui est quels sont les différents chantiers généraux, pas forcément que RH et People, que les startups et les scale-up rencontrent entre eux chaque tour de table. On peut dire quand même si ce n'est pas un absolu, que beaucoup d'entreprises tech poussent leur croissance par du financement. Donc il y a quand même globalement des étapes pré-seed, seed, série A, série B, etc. Et l'idée, toi qui vois le film régulièrement, c'est qu'on puisse voir à chaque étape, globalement, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les chantiers prioritaires, les pièges peut-être dans lesquels on tombe, et ça nous permettra d'avoir une vue d'hélicoptère sur tout ce qui est censé se passer dans toutes les étapes de la vie d'une boîte. Ouais. Oui, et puis d'ailleurs, en fait, on a ces stades qui sont liés effectivement à des tours de financement, mais en réalité, au Startup Success, du coup, on met des équivalents nombre d'employés, donc ce qui permet aussi à d'autres entreprises qui ne seraient pas financées de se projeter dans ces stades d'accompagnement, dans ces stades de croissance. Donc voilà, il faut pas forcément se dire c'est que parce que on a des levées de fonds qu'on rentre dans ces cases. C'est toute entreprise avec la particularité qu'effectivement quand on est avec des investisseurs à ses côtés, il y a une injection de cash tous les 18 à 24 mois, et en ce moment avec le contexte économique ce sera plus 24 mois, et du coup ça impulse en fait un élan de croissance qui du coup génère des problématiques peut-être plus rapides, mais c'est tout à fait envisageable pour des entreprises qui ne sont pas financées. Tout à fait. Eh ben, je te propose qu'on se jette à l'eau et qu'on commence par le commencement. Qu'est-ce qui se passe pré-seed? Donc, juste fais un tout petit... Moi, je vais faire le vulgarisateur. Le seed, donc fonds d'amorçage, ou l'amorçage, c'est ce qui est considéré comme la première levée de fonds en général au sens institutionnel du terme. On peut avoir du love money avant, des business angels, des choses comme ça, mais en gros, la première fois qu'il y a des VC qui se mettent autour d'entreprises, c'est dans le seed, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, je trouve que le pré-seed, ça dure pas très longtemps. En tout cas, pour moi, je le positionne entre 0 et 3 employés à peu près. Allez, 5, 10 vraiment si on pousse, mais bon, après, on tombe vraiment dans le seed. Je fais une toute petite parenthèse. Assez logiquement, parce que si on a 10 personnes et qu'on n'a aucun moyen de financer ça, on va vite mourir normalement. Voilà, donc non, c'est vrai que ça dure assez peu de temps. Alors peut-être juste avant de plonger, je vais peut-être légitimer un tout petit peu ce que je vous apprête ce que je m'apprête à vous partager. C'est que donc au Startup Success chez Xange, on fonctionne comme un support client, c'est-à-dire que tous les jours on reçoit des demandes d'aide de fondateurs, de personnes qui sont soit DRH, soit CFO, soit Head of Sales par exemple, sur des problématiques qu'ils rencontrent qui sont liées en fait à cette croissance du nombre d'employés, de chiffre d'affaires, de stade de maturité d'entreprise. Et en fait, ce que je vais vous donner là, c'est plutôt le condensé de tout ce qu'on a comme demande. Donc l'année dernière, ça représentait à peu près 700 demandes. Donc on commence à avoir un bon cahier des charges, en tout cas de qu'est-ce qui est attendu à chaque étape. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu as raison, je suis allé un petit peu vite. Par la force des choses, parce que donc vous connaissez bien les demandes et les choses trappes, les embûches dans lesquelles les startups, entre guillemets, se retrouvent un peu piégées, ou les enjeux auxquels elles doivent répondre à chaque étape. Ça vous permet d'avoir une vision un peu macro, et je crois que dans ton habitude, les demandes et donc les enjeux et les sujets sont classés dans différentes familles. Tu peux nous partager un peu les familles, parce qu'on va les utiliser pour chaque étape. Oui, tout à fait. Du coup, en fait, chez Xange, on a 4 grands streams d'accompagnement qui, en tout cas, vont nous concerner aujourd'hui. Donc, il y a déjà l'évolution du CEO et de la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est comment, finalement, le CEO passe d'un CEO qui est membre d'une équipe fondatrice, d'ailleurs CEO ou membre fondateur, et va progressivement avoir une équipe assez grande, et donc va avoir une posture qui va évoluer.
On a toute la partie business expansion, donc comment on a de nouveaux marchés, comment on va développer le business, hein, donc tout ce qui est marketing international aussi. La structuration d'équipe, donc ça qui est qui représente 40% nous des demandes qu'on reçoit à l'année, donc c'est un gros stream chez nous. Le dernier c'est tout ce qui est structuration financière et levée de fonds, donc là qui est très proche du métier d'Xange évidemment. Mais donc c'est tout ce qui est levée de fonds, mais pas que, il y a tout ce qui est analyse du business plan, enfin voilà, on va un petit peu plus dans ces sujets. Et un dernier stream, donc on n'abordera pas forcément ici, mais on accompagne également sur tout ce qui est ESG, puisque c'est plus ce que j'appelle moi la sustainable growth, c'est de mettre les bons piliers pour que l'entreprise puisse croître sereinement. Ok. Donc on a ces catégories, la structuration d'équipe, le business au sens large qui va prendre une forme très différente selon où est-ce qu'on se trouve dans la vie de la boîte, finance, levée de fonds et financement d'une manière générale, le CEO, son leadership et un peu sa place, ou la CEO, tu as raison, donc fondateur, fondatrice, quel que soit un petit peu leur titre, et potentiellement RSE, ESG comme pilier bonus. Donc si ça te va, on attaque le pré-seed et on voit ce qui se passe dans chacun de ces buckets ? Ouais, très bien. Alors, en pré-seed, déjà, on est surtout sur le business. Hein. Bah oui, parce que sinon, il se passe rien après. C'est ça. Donc, en fait, le pressing, pas le pressing, c'est mono-objectif. Hein. C'est vraiment sur je construis mon produit, je le vends. Mon objectif, c'est vraiment de trouver ces premiers clients un peu sponsors qui vont accepter de tester à moindre coût parfois mon produit et qui vont m'apporter ces fameux premiers refs dont j'ai besoin pour après gagner la confiance d'autres. En parallèle de ça, je dirais qu'il y a toute la partie un peu légale. Bon, évidemment, voilà, on pense que c'est une petite partie, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir sur évidemment la création de la société, la partie financement public aussi. Bon, c'est là où on a les premières bourses French Tech, on commence à faire quelques dossiers et tout. Et donc généralement, on a une équipe dirigeante qui est partagée entre cet aspect business et cet aspect légal. Grosso modo, c'est ça. Donc en fait, on va assez vite sur cette étape du pré-seed parce que je pense qu'on peut la résumer en très peu de mots. Je vais me faire un tout petit peu le porte-parole peut-être des auditeurs et auditrices qui écoutent et pointer sur certains aspects. Quand on est dans cette étape de pré-seed, donc on va dire effectivement entre 0 et 5 personnes, etc., il y a un truc qui est très important, vous l'avez compris dans ce que nous dit Pauline, c'est que globalement, c'est pas sorcier. Hein. Ce qu'il faut, c'est trouver des clients, donc avoir un produit qu'on peut mettre entre les mains de clients, donc ça c'est du product market fit, vous savez très bien ce que c'est. Financer un peu de manière alternative si vous pouvez, donc Love Money, Business Angel, subvention, prêt d'honneur, crédit impôt recherche, que sais-je encore. Donc en gros, allonger le runway pour être capable de faire des expérimentations jusqu'à trouver le product market fit suffisamment longtemps. Et la structuration de l'équipe, bon bah il n'y a pas grand monde, tout le monde touche un petit peu à tout. Pourquoi je fais une toute petite incise là-dessus avant de passer sur le seed ? Parce qu'on pourrait se dire, bon en fait c'est pas très intéressant, passons dans le seed. C'est parce que et c'est tout l'intérêt de ce qu'on va faire là, j'ai vu énormément de primo-founders qui sont à cette étape-là, qui ont avalé toute la littérature de The Family, par exemple, et qui sont en train d'essayer de mettre en place des trucs qui sont pour beaucoup plus tard. Typiquement, se dire « Ouais, mais en fait, je fais de l'A/B testing sur ma page web parce qu'on m'a dit que... » Non, attends, il y a 5 personnes sur ta page web. Donc l'A/B testing, tu vas pas mettre 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre. Ouais, mais en fait, je fais des growth hacks de machin. Non. Là, à cette étape-là, il n'y a pas de sujet RH, vraiment. Il y a éventuellement des sujets d'alignement entre associés qu'il faut régler un peu rapidement. Il y a des sujets il faut développer un truc et le mettre entre les mains de ses premiers utilisateurs. Ouais, oui, tout à fait. Et vraiment, en fait, ce qu'on va regarder après, notamment si on veut lever un peu de fonds, c'est vraiment cette première traction commerciale. Donc, c'est hyper important de réfléchir sur, OK, comment on va vendre, quel est le business model, comment mon produit il va s'intégrer à son marché. C'est un moment où on fait beaucoup de découvertes utilisateurs, on va un peu taper dans toutes les portes. Et vraiment, moi, ce que je dis à cette étape-là, c'est il faut des gens qui savent passer par la porte ou par la fenêtre, mais qui vont vendre
la majorité du temps. Et alors, peut-être de par mon expérience, mais quand j'avais ma boîte, moi, je trouve qu'on a passé trop de temps avec mon associé sur justement l'alignement entre fondateurs, sur oui, mais 49%, mais 51%, mais tout ça. Franchement, bon, après avoir fait un passage en VC, du coup, je peux vous dire qu'il vaut mieux avoir 1% d'un truc qui marche bien que 50% d'un truc qui marche pas bien. Donc, en réalité, on s'en fiche un peu. Donc, ça, je vous conseillerais de pas passer trop de temps, in fine, sur cette partie-là. Tout à fait. Donc, on a des premiers signaux qui montrent de l'attraction, des premiers clients, des premières lettres d'intention, si on est sur un truc un peu plus lourd en termes de recherche et développement, peut-être. En tout cas, il y a des raisons d'y croire et donc, il y a des investisseurs qui y croient. Vous venez de lever un seed, youpla boum. Un seed, je ne sais même plus combien c'est un seed en 2023. Alors, après les 2 années 2020 à 2022 où ça a été la tempête des valorisations, je vais peut-être vous dire des chiffres qui sont plus forcément à jour, mais bon, globalement, un seed, c'est aller jusqu'à 3-4 millions d'euros, je dirais, grand maximum. C'est énorme. Moi, je viens d'un temps où un seed à plus d'1 million, c'était énorme. Mais bon, ok. Oui, pareil. Mais donc oui, mais c'est pas assez. Et d'ailleurs, on a vu des sites qui étaient bien plus importants. Donc et en plus, de plus en plus sur deck. Donc c'est-à-dire que quand vous n'avez juste qu'un PowerPoint à montrer à vos financiers. Donc voilà. Donc ça a été particulier ces 2 dernières années. Warning quand même parce que là, on rentre dans une phase qui va sûrement durer 1 à 2 ans, voire un peu plus, où ça va se ralentir, donc d'autant plus l'attraction commerciale restera la plus valorisée. Donc, tout à fait. Vous venez de lever un seed. Vous commencez à avoir des premiers investisseurs qui viennent dans vos conseils d'administration. Donc, qu'est-ce qui se passe déjà là ? Vous, en tant que CEO, vous n'avez plus que votre commercial à gérer. Arrive le temps, donc, où vous allez commencer à mettre en place du reporting pour le board, notamment pour, d'une part, faire du reporting à vos actionnaires, mais pas que. C'est-à-dire que, en fait, les actionnaires, c'est aussi des gens qui vous apportent de la valeur, et donc l'idée pour vous, c'est d'en extraire le maximum de valeur. Et ça, en fait, ça demande un peu ce que tu fais, Alexis, d'être facilitateur aussi sur ces boards. Et en fait, trop souvent, les dirigeants oublient cette partie-là, dans le sens où ils pensent que c'est majoritairement des instances de reporting, ce qui est vrai, mais c'est aussi à un moment donné où il faut ne pas hésiter à extraire le maximum de valeur du réseau des investisseurs, que ce soit des BA ou des VC d'ailleurs, pour vous aider dans les principales problématiques que vous rencontrez, notamment donc, puisque là on arrive sur la deuxième phase de l'expansion business, vous avez vos premiers clients. Là, maintenant que vous avez une traction et une première preuve de concept, je dirais, c'est le moment d'accélérer. Donc, ce qui se passe généralement là, c'est qu'on commence à arroser tout ce qu'on sait qui peut être intéressé par le produit. Et donc, nous, on le voit souvent, c'est là où les entreprises de notre portefeuille nous disent, bon, quelle porte vous pouvez m'ouvrir ? J'ai besoin d'avoir de la visibilité, j'ai besoin d'aller chercher plus de clients pour montrer à mes investisseurs que la promesse dans laquelle ils ont investi, ou ne serait-ce que pour moi, pour me développer, que ça fonctionne. Donc, on va commencer à avoir plus d'envergure, en tout cas dans nos actions commerciales. Yes. Alors, je fais une petite virgule à cette étape-là. Toujours avec ma petite casquette de vulgarisateur autant que je peux, et je sais que j'ai Pauline avec moi si je dis des bêtises, donc je suis tranquille. Je m'adresse aux fondateurs et fondatrices, primo-founders, qui sont à peu près au tout début et qui n'ont pas forcément le modèle en tête de comment ça marche les VC. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas besoin, mais je veux juste vous rappeler quelque chose. À la seconde où vous avez des VC dans votre board, ou des BA, ou quelqu'un qui a mis de l'argent contre de l'equity, globalement, pour faire simple, il y a 2 choses qui se passent et il faut absolument que vous l'acceptiez et que vous compreniez que c'est ça le nouveau paradigme dans lequel vous êtes. 1, ce n'est plus que votre boîte. C'est la boîte de vous et le board. Et plus vous allez avancer, plus ça va être le cas. Donc déjà, l'ego ou le sentiment possessif de founder, c'est mon bébé, etc.,
C'est un peu vrai peut-être, mais plus vous arrivez à vous extraire de cette logique-là et à vous mettre en mode travail d'équipe, parce qu'on est tous autour de la table pour faire en sorte que ça marche, en fait, cette affaire-là, mieux vous vous positionnerez. Parce que moi, j'ai vu combien de founders qui disent « Ouais, mais ils comprennent rien, les VC, qui me donnent l'argent et qui me laissent tranquille et tout. » Non, 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 vous pouvez pas faire ça. Et déjà, vous sous-utilisez votre board, ce qui est idiot. Et en plus de ça, légalement, c'est pas ce qui se passe. Deuxième chose, et ça a l'air de rien, mais je sais que ça a l'air très basique, mais il faut le rappeler. À partir du moment où vous avez des VC ou des BA ou quelqu'un, dans 99% des cas, il y a 1%, mais on ne va pas rentrer dedans. Ce que ça veut dire, c'est que vous signez pour un exit. Ce que ça veut dire, c'est que, rappelez-vous, si si plusieurs actionnaires mettent 1 million sur vous, et qui achètent une partie de vos parts pour 1 million. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de parier sur le fait que ces parts-là qui valent 1 million vont valoir 10, 50, 100 millions, je ne sais pas, un multiple. Ils le font pour leur LP, qui sont les actionnaires des actionnaires, globalement. Donc, en fait, c'est un fonds d'investissement, c'est ça qu'il fait. Il transforme 1 million en 10 millions ou 50 millions, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est que pour que 1 million devienne 10, 20, 50, 100 millions, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas 150 options. Soit vous refinancez, et donc, vos VC vont revendre une partie de leur part, soit vous faites une introduction en bourse, ce qu'on fait très peu en France, faut quand même le dire, soit vous êtes racheté par un gros industriel. Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes founder et que vous levez des fonds, parce que vous l'avez vu sur Madines et que ça a l'air sympa, et que vous vous dites, non mais moi je veux garder ma boîte et puis la redonner à mes enfants, etc., il y a un petit paradoxe quand même. Oui, en fait, on dit souvent, est-ce que vous êtes VC compatible? Parce que Exactement. En fait, je trouve que déjà pendant longtemps, on s'est dit lever des fonds, c'est un signal de réussite, etc., etc. Alors, ça peut en faire partie, mais pour moi c'est pas le but en soi déjà. Et effectivement, c'est commencer une aventure où l'objectif, comme je disais, nous on reste 5 à 7 ans au capital des entreprises généralement, avec cette promesse-là, effectivement, de dire l'objectif, c'est notre business model à nous en tant que fonds, c'est de faire fructifier l'investissement de nos propres investisseurs. Et de leur redonner les bénéfices de ça. Donc tout à fait, je pense qu'il faut bien en avoir conscience, et toute boîte n'est pas VC compatible, et c'est pourquoi il y a d'autres façons de se financer, par de la dette, par des financements publics, juste par le business également, qu'on oublie trop souvent, mais c'est vraiment la première façon de se financer. Donc voilà, donc il faut être très, très conscient de ça. Donc effectivement, en tout cas, maintenant qu'on a bossé cette base qui nous servira tout au long de l'épisode, côté CEO, déjà, je vais devoir apprendre à bosser avec mon board. Ça, c'est un peu important. Alors, avec le board, et aussi, c'est un peu le moment où on commence à avoir une sorte d'advisory committee. C'est là aussi, on va chercher des gens qui sont assez connus dans le marché qu'on adresse. Alors, pas forcément qui ont des parts dans l'entreprise, mais qui justement vont être là pour apporter leurs conseils, qui vont participer au board et qui vont aussi pouvoir vous aider en dehors du board pour résoudre des problématiques opérationnelles ou vous ouvrir des portes. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier, c'est que faites de votre board dès cette étape un outil vraiment de croissance, quoi, vraiment de le mettre au service de votre croissance. Yes. Du coup, après... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, ce qui vient aussi à ce moment-là, parce que sinon on l'a pas précisé, mais moi j'estime que c'est entre 3 et 30 employés à peu près. En fait, le gros objectif de cette phase, c'est toujours business, ça on est d'accord, c'est d'avoir du coup une base de premiers clients qui grossit, c'est d'avoir du coup beaucoup plus cette démarche qui commence à s'automatiser de vente et de marketing, donc savoir qu'est-ce qui commence à marcher, quelles sont les personnes à qui je peux vraiment vendre le plus, toujours développer son produit et vraiment approfondir son marché. Mais c'est aussi là où on commence à avoir ces premiers sujets RH qui arrivent, notamment pour plusieurs raisons. D'une part, votre équipe commence à grossir, vous n'êtes plus le seul trio ou duo fondateur, donc vous commencez à avoir des premiers employés, donc vient avec ça donc toute cette partie
admin déjà d'embauche, donc cette partie légale est quand même importante. Bon, moi j'ai fait l'erreur, j'ai tout internalisé chez moi. Ne le faites pas, franchement, ce genre de choses, ou sauf si vous êtes avocat, vous avez été avocat, faites-le, mais vraiment, je pense que c'est trop dommage de passer du temps là-dessus. Et on a aussi toutes les problématiques qui arrivent avec, c'est-à-dire il faut des nouveaux locaux, du coup, enfin on commence à avoir des locaux pour mettre tout ce petit monde-là, ou alors de définir une remote policy si vous voulez pas avoir des locaux. Donc ça pose des premiers sujets de en fait tout ce processus de bulletin de paye, de gestion des salariés, on va le mettre en place, sachant que là on met en place tout ce qui doit marché, c'est-à-dire que concrètement on peut pas payer ses salariés le 6 ou le 10 ou le 25 en fonction. Les salariés, ils ont besoin aussi d'avoir un cadre, donc ça on peut pas passer à côté. Donc c'est généralement là où moi j'ai des boîtes qui viennent me voir en disant bon alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à avoir quelqu'un RH en interne? Est-ce qu'on outsource le RH? Est-ce que mon expert comptable peut prendre en charge une partie de ça? Donc oui, tout à fait. Il y en a peu quand même qui intègrent du RH au sein de l'entreprise, même si quand même nous on voit que le RH représente à peu près 4 à 5% des effectifs de l'entreprise, donc ça peut vous donner une idée là, si on est entre 0 et 30 employés, en fait c'est même pas un mi-temps, ça peut être effectivement quelqu'un qui est en outsourcé 1 ou 2 journées par semaine, grand maximum en tout cas. Et c'est là où, moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant, notamment quand on le prend par l'évolution étape par étape d'une entreprise, c'est qu'on comprend qu'en fait, il y a un décalage très léger entre la croissance externe, business, et la croissance interne, people. C'est-à-dire que globalement, quand on est à l'étape du seed, peu ou prou d'un point de vue business, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des premiers signaux de product market fit auxquels on croit. En gros, on est capable de dire, ce produit pour tel marché, avec tel canal de diffusion, on pense que ça marche parce qu'on a des premiers signaux, et le but du seed, ça va être de confirmer, enfin de la phase de seed, ça va être de confirmer ce truc-là. Ça va être de dire, là, tu as réussi à vendre un petit peu en prospection directe LinkedIn, si on met 2 commerciaux, ça donne quoi? Donc voilà les sous pour embaucher les deux commerciaux. Tu as fait de la pub, ça marche un peu bien, voilà des sous pour faire plein de pubs, etc., etc. Et après, on pivote, on fait tourner le Rubik's Cube et on voit toutes les configurations qui marchent. Donc ça, c'est la partie business. Et donc, c'est pour ça qu'on est encore, entre guillemets, dans du capital risque, parce qu'on a des premiers signaux d'y croire, mais ça peut être un faux positif, ça peut être, dans certains cas de figure, tu l'as dit, levé sur deck de slide, donc en fait, on est encore en R&D à ce stade-là. Enfin bref, il y a plein de configurations. Ce qui est hyper intéressant, et ça, pareil, un petit mot pour les founders, c'est que notamment parce qu'on est assez éduqué sur la partie business, pour le coup, il y a tout le travail de Y Combinator qui a été fait, et puis de beaucoup de monde, on comprend un peu ça. On se dit, voilà, ok, il me faut de l'attraction, il faut machin, on a le bon vocabulaire. Sauf qu'on oublie que à partir du moment où on commence à y avoir un petit peu de monde en interne, la croissance interne, ça va être un sujet tout aussi compliqué. De la même manière que, en fait, on est en train d'optimiser, si ce n'est plus, de la même manière dont on est en train d'optimiser un petit peu sa bécane d'un point de vue business pour que ça marche, que ça crée de la rentabilité, que ça crée du repeat business et tout un tas de métriques qui sont hyper intéressantes, en interne, trouver les bonnes personnes, s'assurer qu'elles restent longtemps et qu'elles soient contentes, s'assurer qu'elles donnent le maximum d'elles-mêmes, etc. Il y a beaucoup de founders qui se disent ça va être automatique, maintenant qu'on a du business, il n'y a plus qu'à trouver les gens pour le faire, alors qu'en réalité, c'est exactement la même mécanique, en plus compliqué parce qu'un tout petit peu imprévisible. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, et surtout, en fait, si je transforme cette partie RH en partie business, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça peut coûter beaucoup plus cher de ne pas adresser ces sujets tôt, que si je prends par exemple le recrutement, si on recrute quelqu'un de mauvais, donc par exemple plus à ce moment-là, on n'a pas non plus des sous de manière illimitée, donc on fait quand même attention. On va recruter quelqu'un, finalement c'est pas la bonne personne, on va perdre 3 mois, 4 mois, 5 mois parce que le temps que ça se remplace. Du coup, l'idée c'est vraiment de mettre en place quelles sont déjà les valeurs de l'entreprise. Là, c'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais en fait, la culture va vraiment commencer à infuser dès le début, très tôt, et ça servira aussi pour d'autres usages que le recrutement. Mais donc, de pouvoir commencer à rallier des personnes qui correspondent aux valeurs de la boîte, qui correspondent à ce que vous recherchez, c'est d'autant plus important de le faire dès le début, et ça fait économiser beaucoup de sous, beaucoup de temps. Donc vraiment avoir en tête. Et
Et d'ailleurs, il n'y a pas que le recrutement, c'est-à-dire que le recrutement, en fait, je dirais que finalement, si vous avez deux choses à faire à cette étape. C'est d'une part commencer votre sales playbook. Donc, c'est quoi ma machine qui va me permettre d'avoir du business, et c'est quoi mon RH playbook, c'est-à-dire quelle est la machine RH qui va me permettre de répondre à mon plan de recrutement pour justement réaliser mes objectifs commerciaux. Donc, faut vraiment avoir ça en tête, que c'est deux logiques qui en fait sont extrêmement similaires, et plus vous allez considérer ça comme un facteur, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le nom de ton podcast, mais c'est vraiment ça, c'est le facteur humain aujourd'hui dans votre réussite business est indéniable. Donc, vraiment l'avoir en tête. Et t'as quoi dans la phase de site, dans le HR Playbook? Parce que en fait, c'est tout l'objet aussi de cet épisode, c'est d'arriver à donner des repères de quand est-ce que c'est trop tôt, quand est-ce que c'est trop tard. Tu vois, parce qu'on pourrait se dire, bon, du coup, je dois faire un career pass et tout. Alors, peut-être c'est un petit peu tôt pour le career pass, mais qu'est-ce qu'on met dans le HR Playbook à cette étape? Alors, déjà, c'est savoir un peu qui est-ce que je vais embaucher. Donc, à ce moment-là, on cherche des profils généralistes, des profils doueurs. On n'a pas besoin encore de cadors. On a besoin surtout de gens qui exécutent, qui sont multitâches et qui sont capables, par contre, peut-être de se projeter, c'est-à-dire de dire, les doueurs d'aujourd'hui seront peut-être les head-off de demain. Donc, les personnes qui vont diriger l'entreprise. Non, mais en réalité... Non, peut-être, oui, tout à fait. Donc, c'est déjà identifier en fait quelles sont les personnes. Donc, ça commence tout simplement par en fait avoir des job desks qui sont clairs, tout simplement. Et ça, en fait, ça paraît évident quand je le dis, mais en réalité, beaucoup d'entreprises me montrent des job desks où c'est pas compréhensible, on ne sait pas trop ce que la personne va faire. Il y a beaucoup de choses, et ça c'est normal à ce stade dans la job desk. Mais par contre, on ne sait pas trop quel type de profil on va chercher. On cherche souvent des moutons à 5 pattes, ok, super, mais pour des rémunérations qui sont clairement pas au niveau du profil recherché et pas forcément cohérent avec les besoins finalement du moment de l'entreprise. Comme je vous ai dit, un profil généraliste, ça peut être un profil entre 3 et 7 ans, 8 ans d'expérience grand maximum à ce stade. C'est vraiment ce qu'il vous faut pour exécuter la stratégie de l'entreprise. Ensuite, il y a du coup, toute cette partie admin qui est quand même importante, qu'on avait cité tout à l'heure. Donc, c'est comment je les onboard, ne serait-ce que de manière hyper simple, mais que j'ai bien leurs infos, que ça soit bien payé, que j'ai bien les contrats, bien comme il faut, de travail, enfin toute cette partie-là. Et aussi la question de la rémunération. Alors, rémunération que ce soit fixe, variable, mais aussi toute la partie BSPCE, parce que on est dans des startups. Alors, notamment, c'est le cas pour les startups qui sont financés encore plus, je dirais. Mais cette question de comment on attribue les BSPCE, quelles sont les règles d'allocation, qui va toucher quoi, etc., ça se réfléchit dès ce stade-là. Ok, donc on regarde comment on crée une grille de REM un peu cohérente, on regarde comment on fait des offres d'emploi qui sont cohérentes avec un plan de recrutement qui est bien ficelé, on réfléchit au BSPCE et on fait l'admin aussi, parce qu'effectivement, si vous avez des contrats de travail mal ficelés, des payes qui partent pas à l'heure et des choses comme ça va vite poser problème pour les étapes d'après. Ouais, tout à fait. Et du coup, le dernier chantier sur ce seed, c'est la partie finance, je dirais. Donc avec, en fait, quand on fait une levée de fonds, on peut faire ce qu'on appelle des effets de levier. Donc, il y a des choses qui sont très intéressantes à faire avec du financement public ou de la dette. Donc, c'est que vous pouvez faire sans avoir levé des fonds aussi. Mais du coup, c'est intéressant particulièrement quand vous avez levé des fonds, parce qu'il y a des mécanismes, notamment avec la BPI, qui vous permettent de lever quasiment l'équivalent de ce que vous avez levé en fonds privés, je dirais, via les fonds publics. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est des dossiers à faire. À ce moment-là, vous avez aussi tous les concours d'innovation qui sont plus ouverts à des entreprises un petit peu plus matures que le Précide, donc qui arrivent à ce moment-là, par exemple à Innov, etc. Et puis surtout, pour celles qui lèvent des fonds, en fait, il faut savoir qu'une entreprise qui a commencé à lever des fonds en seed, par exemple, elle va généralement lever tous les 18 à 24 mois. Donc, en fait, votre roadshow, il commence assez vite une fois cette première étape passée.
Ouais, et c'est là où du coup, j'imagine que tu considères que c'est important d'avoir un CFO ou en tout cas quelqu'un qui est expert là-dessus parce que ça va devenir une partie intégrante de la vie de la boîte en fait. Ouais, alors tu vois par exemple, je pense que au stade de seed, t'es pas forcé d'avoir un CFO en interne. C'est pareil que les RH là-dessus. Je pense que tu peux très bien te débrouiller avec un CFO part-time. Il y a des gens qui font très bien ça dans l'écosystème et justement qui ont l'habitude en fait de structurer les business plans de la boîte, tous les PNL. Donc ça, pour l'instant, je dirais, il n'y a pas forcément besoin de l'internaliser. Ok, part-time comme la RH. Donc on a bien travaillé, c'est cool. Franchement, bravo, on arrive jusqu'à la série A. Donc les raisons d'y croire se multiplient et on est capable donc de lever le tour d'après. Donc pareil, série A en 2023, c'est quoi les ordres de grandeur? Je sais pas non plus. Hein. Ou je dirais entre 3 et 10 millions. Ouais, voilà. J'aime bien tu soupires parce qu'on sait plus. Non, mais on ne sait plus vraiment, mais bon, je dirais ça. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Je reconnais mon erreur si jamais il y en a qui ont des avis différents, mais c'est ce que je dirais à peu près. Et pour moi, c'est entre 30 et 75 employés à peu près. Et donc là, en fait, on rentre dans une phase où le gros objectif, c'est l'exécution du business, mais parce que ça y est, on a trouvé le modèle. En fait, le sales playbook est fini. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. On rentre dans une phase en fait de prédictabilité du business. Donc, on va passer beaucoup de temps à analyser le business, le comprendre, améliorer mon taux de conversion, mon customer lifetime value, donc ce que me rapporte un consommateur sur la durée de son engagement avec moi. Voilà, donc on va passer beaucoup de temps en fait à comprendre les mécanismes de mes clients et être sûr qu'on pourra envisager la croissance de manière un petit peu plus sereine et certaine. Donc, on va vraiment passer dans une phase beaucoup plus de prédiction, finalement, du business. Donc, si on continue peut-être sur nos verticales, en fait, il se passe. Moi, je trouve que la série A, c'est le premier. C'est le premier stade vraiment où généralement il y a un go-no-go sur est-ce que la boîte va vraiment perdurer. Pourquoi ? Parce que déjà côté CEO, il y a un énorme changement qui se passe, c'est-à-dire que c'est là où on commence à avoir ce CEO leader. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le CEO va passer beaucoup moins de temps dans l'exécution. Il va devoir, en plus, à ce moment-là, commencer à recruter. C'est les premiers head-off qui commencent à monter, en fait, soit monter, soit venir de l'extérieur. Mais donc, il va devoir lâcher aussi des sujets. Donc, voilà, grosse erreur que je vois passer, c'est des CEO qui n'arrivent pas c'est pas ne veulent pas, c'est n'arrivent pas forcément à déléguer et se retrouvent à vouloir tout contrôler parce qu'en fait le sales playbook ou les autres playbooks RH dont on a parlé, etc., ne sont pas en fait finalement assez forts. C'est-à-dire que si on n'a pas une machine qui tourne, on n'a pas forcément confiance dans le fait que ça va tourner et donc on se sent obligé aussi d'avoir la main mise sur beaucoup de sujets dans l'entreprise. Vraiment, ce qui est important à cette étape-là, c'est que le dirigeant, il arrive à avoir confiance en ses équipes. Pour ça, il faut des méthodes qui soient mises en place, mais à progressivement devenir un peu plus leader, prendre cette position stratégique et aussi passer du temps sur des choses qui vont être beaucoup plus game changer pour l'entreprise. Donc, notamment, la gestion, c'est là où arrive la gestion du COMEX, comment bien impulser la stratégie aux membres de l'équipe, comment commencer à regarder des plus gros sujets, l'international commence à arriver à ces moments-là, etc. Donc voilà, donc il y a cette posture qui change énormément. Alors, je peux en parler un petit peu, parce que ça, forcément, c'est notre bread and butter. C'est ce qu'on fait toute la journée, globalement. Deux choses là-dessus, et peut-être un moyen mémotechnique, enfin pas mémotechnique, mais plutôt une manière de visualiser cela pour les founders qui nous écoutent, parce que, effectivement, c'est pas facile. Et il y a plein de founders qui se font coacher spécifiquement là-dessus, pour passer de founder à CEO, globalement. Parce que founder, ça veut dire que vous avez lancé la boîte, CEO, c'est un job, en fait. C'est un rôle et une responsabilité. C'est valable aussi pour les autres rôles, CEO, CTO, etc. En fait, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de comment vous positionnez, je vous invite à regarder, à visualiser les choses de la sorte. Quand vous commencez, vous avez toutes les casquettes sur la tête.
Vous avez une casquette de founder, vous devez aller chercher de l'argent, vous devez aller chercher des clients, vous devez peut-être vous assurer que le produit tourne, vous devez peut-être faire de la RP, vous devez faire tout un tas de trucs. Des trucs de dirigeants, des trucs de manager, des trucs individual contributor. Et globalement, vous n'aurez jamais autant de casquettes qu'au début. Plus vous avancez, plus le but du jeu, c'est d'arriver, et c'est pas facile non plus, à progressivement enlever les casquettes pour les mettre sur une tête qui est une meilleure tête que vous là-dessus. Et ça commence par des trucs très bateaux. Vous avez été le premier commercial de la bande, ok, très bien. Est-ce que c'est pas l'heure de trouver de super SDR, account executive, etc. On recrute, on les trouve, on les rémunère bien, on leur donne le sales playbook, on fait quelques rendez-vous avec, et puis à un moment donné, en fait, ça roule mieux que si c'était vous. Et ça, en fait, passer à peu près le stade Serie A, on se rend compte que les founders et les CEO ont du mal à voir l'étendue de ce truc-là. Parce que, en fait, progressivement, vous allez devoir être de moins en moins manager, même au sens manager des équipes, parce que vous allez devenir manager de manager. Vous avez un COMEX, vous allez avoir un rôle plutôt de dirigeant ou de dirigeante. Et en tout cas, je vous invite à garder ce mouvement en tête, de vous dire, OK, c'est quoi les casquettes que j'ai sur la tête ? Là, j'ai peut-être la casquette de gourou du produit. Le produit, je le connais bien, etc. Meilleur commercial sur les plus grands comptes. Peut-être que je suis le general manager parce que les gens m'aiment bien. Et sans cesse vous poser la question de est-ce que c'est pas l'heure où je peux commencer à recruter ou nommer quelqu'un en interne pour enlever cette casquette et la poser sur la tête de quelqu'un. Et seulement si vous faites ça, vous allez progressivement avoir un rôle de CEO leader plutôt que CEO ops, comme tu le disais, quoi. Ouais. Alors déjà pour décomplexer tout le monde, plus de 50% des dirigeants chez Xange se font coacher. Donc c'est juste normal de se faire accompagner dans cette transition-là. Elle est difficile, tu l'as dit, et je pense que c'est important de le redire. En fait, cette transition, elle est amenée par plusieurs choses. D'une part, comme je vous le disais, il y a cette évolution des équipes. Déjà, donc on va avoir effectivement ces premiers stades, ces premiers managers, ces premiers head-off. Donc on va rajouter de la complexité dans l'organisation. Donc oui, vous allez devenir manager de manager. Donc ça implique déjà d'aller beaucoup plus loin dans la gestion des équipes, ne serait-ce que pour que vos talents restent et puis continuent à se donner à fond. Et donc ça, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître justement. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que je recommande d'intégrer une personne qui soit à la DRH et d'intégrer quelqu'un qui soit à la finance, parce que c'est là où on va aller beaucoup plus en profondeur dans tous les sujets et que vous qui gériez tout, vous n'allez pas pouvoir aller autant en profondeur sur autant de sujets. Une journée ne fait que 24 heures et c'est pas durable, en tout cas pour un CEO, que de travailler 100 heures par semaine. Donc il y a ça. Il y a aussi, je dirais côté business, comme je vous disais, le business run, on est bien, mais il va y avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire que, ok, l'acquisition run, mais il va y avoir des problématiques de rétention. Donc comment on fait pour améliorer la rétention des clients, comment on fait pour optimiser son pricing. Là on va être plus dans l'optimisation en fait de tout ce qu'on a mis en place et d'aller dans la deuxième partie de la chaîne qui est comment je peux faire plus tout en n'ayant pas finalement un panier percé, et que mes efforts d'acquisition soient réduits à néant parce que en fait justement j'ai un churn, donc mes clients qui partent de manière systématique par exemple. Donc on va être beaucoup plus là-dessus. On va aussi commencer à penser à quels sont mes autres terrains de jeu connexes qui vont me permettre demain d'avoir d'autres leviers de croissance. Donc vous avez plus de temps à passer sur quels sont mes autres leviers de croissance, comment optimiser, plutôt que de juste runner le business, puisque à ce stade, normalement, vous êtes censé le connaître en long, en large et en travers, et avoir la capacité justement de le passer à quelqu'un d'autre. Et côté structuration d'équipe, quels sont un peu les chantiers principaux en étape Serie A ? Alors, en Serie A, c'est vraiment ça. C'est comme on a ces premiers niveaux de management. Déjà, c'est de former les équipes. Donc, ces personnes très généralistes qui étaient là au début vont commencer à avoir des personnes sous eux. Ce qui se passe
allez, 9 fois sur 10, c'est qu'en fait, on a un gros moment un gros taux de départ à ce moment-là, parce qu'en fait, vos opérationnels qui sont montés managers n'ont juste pas les compétences de gérer des équipes, en tout cas pas de manière innée. Donc, il est urgent de les former à ce qu'ils puissent gérer vos équipes, recruter aussi leur équipe. Faire en sorte de les faire évoluer. Donc il y a toute cette gestion des managers, et on commence à avoir un petit peu d'évolution des carrières. Bon, c'est très light à ce moment-là, c'est parce qu'on peut peut-être avoir dans une équipe 1 ou 2 paliers, donc c'est pas voilà, on n'est pas sur des choses très profondes, mais par contre c'est important de donner de la visibilité. Et encore une fois, là on va beaucoup plus aller en profondeur sur du coup la rémunération, puisqu'on va avoir plusieurs paliers. Donc avant on disait ok, je rajoute un sales, comment je le paye. Là j'ai peut-être un head of sales, un sales lead et un SDR en dessous. Voilà, comment ça se passe entre deux. J'ai sûrement des deltas, comment je vais gérer. Mais c'est vraiment les gros chantiers. Ok, très clair. Côté finance, j'imagine qu'on prépare la levée de fonds d'après. De toute façon, on va jamais arrêter de faire ça. Oui, côté finance, alors même si là, en fait, c'est assez en ligne avec ce que je disais sur le business, c'est-à-dire que comme, le CFO d'ailleurs passe, à ce moment-là, il commence à devenir un peu business partner de l'entreprise. Donc, il va vachement participer à la meilleure compréhension du business. En fait, si j'avance un tout petit peu dans les phases, c'est là où on va commencer à avoir un CFO qui va tendre vers un CRO, donc Chief Revenue Officer. On va avoir les prémices en fait de ce qui va se passer après en série B, et donc qui va être vraiment impliqué avec le CEO à bien comprendre le business et à du coup essayer d'avoir des BP qui sont beaucoup plus précis, du reporting au board qui sera beaucoup plus précis, et de donner un petit peu plus de sérénité, en tout cas dans la croissance de l'entreprise. Il y a peut-être une chose dont j'ai pas parlé, c'est aussi à ce moment-là que on commence à avoir un tooling, donc tout ce qui est outils qu'on va utiliser dans l'entreprise. En fait, au début, on prend tous les outils qu'on trouve intéressants. On commence on a une stack pas possible, tous les petits outils qui nous font gagner du temps. Et voilà. En série A, on commence à avoir des outils qui sont un petit peu plus spécifiques. Donc notamment sur tout ce qui est facturation, sur tout ce qui est gestion des finances. On a aussi, on commence à avoir une cap table donc une cap table, c'est effectivement la représentation des parts des actionnaires dans un fichier Excel, tout simplement. Mais du coup, cette cap table, elle peut avoir beaucoup plus d'actionnaires, en plus avec les personnes qui portent des parts de l'entreprise, des BSPCE par exemple. Vous allez avoir peut-être pas mal de salariés qui vont être sur la cap table. Donc, on a aussi des outils de gestion de la cap table. C'est là aussi où certaines boîtes vont commencer à mettre en place des ERP, donc des grosses machines pour gérer la logistique, par exemple, dans l'entreprise pour les boîtes pour lesquelles c'est pertinente. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et qui sont des plus grosses machines. Et clairement, en fait, ça, c'est des chantiers à part entière qui sont gérés par des personnes de plus en plus expertes. En fait, côté RH, d'ailleurs, pour revenir, c'est vraiment qu'on passe de personnes généralistes à on commence à avoir de plus en plus ces experts qui commencent à se diffuser dans l'entreprise, et où on va commencer à vraiment savoir ce qu'on fait et approfondir chaque point qui marche. Ouais, ça s'il y a 2 messages les plus importants. Le premier, c'est que c'est l'étape de la structuration, parce qu'en fait, le modèle marche. On sait que le modèle marche. Donc, l'idée, c'est de le répliquer, de l'affiner, de l'améliorer. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on sort de tout un tas d'outils qu'on a testés, pour reprendre juste le chapitre tooling, pour prendre des outils qui sont hyper adaptés à ce qu'on fait. Ça veut dire que on rationalise et on est capable à chaque étape de dire, pour améliorer, il faudrait le faire comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on recrute des profils de plus en plus pointus et experts, et que les couteaux suisses sont peut-être moins le modèle de base qu'on va recruter. Et donc que le côté rôle et responsabilité devient très important. C'est ce qui fait qu'on attend du CEO qu'il soit un CEO leader. C'est ce qui fait qu'on attend des managers qu'ils soient managers, parce que c'est un rôle qui est particulièrement important, etc. etc. Oui. Juste peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la partie
marque. C'est-à-dire qu'en série A, c'est souvent le grand moment où on fait du rebranding de la marque, puisque ça y est, on a quelque chose qui fonctionne et donc on peut aller beaucoup plus en profondeur sur la culture qu'on porte, la façon de le diffuser, en tout cas. Et donc c'est généralement à ce moment-là qu'on a des personnes qui gèrent les premières campagnes métro, tout le redesign de la marque, les grandes campagnes de relations publiques. C'est marrant parce que on me pose toujours la question de OK, ça y est, j'ai fait ma série A, comment je fais une campagne métro maintenant? Donc voilà, c'est un peu le passage obligé. Pour se mettre en photo, pour envoyer à sa maman, regarde maman, je suis dans le métro. Exactement. Yes. Et on pourrait faire un épisode là-dessus. Hein. Alors, je vous fais une petite, un petit encart. On avait fait un super épisode là-dessus sur le branding avec Anthony Bourbon de Feed dans un très vieil épisode du podcast et comment le branding est en fait la face extérieure de la culture et comment c'est important d'aligner les deux parce que quelque part, à l'époque, en tout cas, Feed avait une culture interne très compétiteur, très comme Anthony, quoi, que vous allez voir sur qui va être mon associé, et un branding extérieur très inoffensif et très ukulélé et xylophone. Et maintenant, si vous regardez le branding de Feed, vous voyez que c'est très aligné avec la culture. Il y a un côté très défi, amélioration continue, se challenger, etc. etc. Donc, on mettra le lien de cet épisode, un ancien épisode, dans la description de cet épisode-ci. On a bien fait notre boulot. Série B. Alors là, je vais être honnête, je ne sais plus c'est quoi les échelles de série B parce que ça change beaucoup en fonction de la valo de la boîte. Donc, je ne sais même pas si c'est pertinent de reparler des montants. Alors, en fait, je dirais plus de 10 millions. Du coup, ouais, voilà, on va simplifier la vie. Ouais, et c'est vrai que généralement, donc c'est 75 à 150 employés, je dirais. Donc là, le gros objectif de cette phase, c'est déjà la maîtrise du PNL. Donc voilà, savoir ce qu'on dépense, savoir quelles sont nos sources de profit, et le développement international. Gros sujet de cette phase. Alors, je l'ai pas dit sur la phase précédente, mais c'est vraiment le cas en série A, série B. C'est aussi la première fois qu'on challenge les CEO, enfin les fondeurs, sur leur rémunération. Non pas à la baisse, parce que généralement elles sont trop basses, mais plutôt donc on les challenge à la hausse. Parce que donc au départ vous avez commencé votre boîte, vous payez une royale paye de stagiaire quoi globalement. Et sauf que ça, quand on travaille 100 heures par semaine, en fait, c'est pas possible. Et donc, généralement, en série A et en série B, il y a des revalorisations qui sont assez importantes de la rémunération du dirigeant, notamment aussi pour la raison suivante, c'est que je vous ai dit qu'un des sujets, c'était les rémunérations des salariés. Et donc, on se retrouve à avoir des dirigeants qui parfois sont 3 fois moins bien payés que certains de leurs salariés. Donc, en termes de morale, c'est pas top. Donc voilà. Donc les sujets dirigeants en série A, série B, et donc premier sujet, c'est vraiment ça. C'est déjà se revaloriser en tant que dirigeant à mesure des efforts aussi qu'on demande en termes de leadership, tout simplement. Mais donc là, on va vraiment avoir je peux faire une toute petite emphase là-dessus parce que je mets ma casquette de coach, border, psychanalyste, poutre apparente. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que il y a un écart énorme entre les primo-founders et les serial entrepreneurs. On en rencontre beaucoup, on en coach beaucoup de différentes catégories. Et typiquement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me semble très important parce que c'est pas que pour faire joli, entre guillemets, qu'on fait en sorte que les founders soient bien payés. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre, je ne sais pas si c'est formulé comme ça, dans la raison pour laquelle ça fait partie des étapes un peu importantes de série A, série B, mais en tout cas, symboliquement, il y a quelque chose de l'ordre de l'étape de la débrouille, du bricolage, l'étape où on n'est pas trop sûr est terminée. Cette étape où, quelque part, effectivement, on se paye un royal salaire de stagiaire, comme tu disais, je vais te reprendre l'expression, c'est important, symboliquement, qu'on se dise OK, la page est tournée, maintenant on rentre dans de la professionnalisation, vous êtes dirigeante d'une entreprise, vous êtes payé entre guillemets à hauteur de ça, donc vous êtes potentiellement payé relativement à la grille de salaire de votre propre boîte, et donc ça fait sens. Mais donc c'est aussi une manière symboliquement en tant que founder d'assumer cette nouvelle phase de vie en fait, tout simplement de la boîte.
Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que ce qui est important, c'est, enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces étapes-là, donc d'arriver à la série B, donc c'est vraiment là où nous, on estime que la startup devient scale-up. Et ça prend du temps. Donc, je crois que de mémoire, Lydia, créée en 2013, Scale Up en 2019, par exemple, ou 2020. Alors, en fait, ce qu'on regarde, c'est que généralement, c'est entre 4 et 6 ans d'arriver à cette phase de scale-up. Donc le chemin est long, en fait. Et du coup, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et en série B, je dirais, voilà, le jeu sérieux commence. Donc c'est en fait, il faut arriver à ce stade en n'étant pas complètement cramé. Mais ce qui explique aussi que, alors c'est à ce stade qu'on a un gros replacement des effectifs généralement. Donc parce qu'en fait, on arrive à la fin d'un premier cycle et va commencer un cycle beaucoup plus expert finalement. Donc c'est à ce moment-là qu'on a tous les C-level qui généralement sont soit partent parce qu'en fait ils se retrouvent plus. D'ailleurs, nous on le voit souvent, c'est-à-dire qu'on a des C-level qui nous disent moi je m'amuse du pré-seed à la série A. Après, je m'amuse plus. C'est plus la manière dont j'ai l'habitude de gérer. Moi, je suis un builder. Je suis pas un nurturer, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de pas être complexé par ce remplacement à ce moment-là. C'est juste qu'en fait, vous allez avoir des profils beaucoup plus experts qui sont là plutôt pour optimiser que pour créer. Et donc, en termes de dirigeants, ça demande aussi de changer de posture encore une fois, parce que vous êtes plus du tout dans la même logique. Alors, il y en a que ça fait rêver d'être dans cette phase-là. Il y en a à contrario qui des fondeurs qui partent à ce moment-là parce qu'ils disent aussi que ça leur donne plus envie. Donc, mais c'est vraiment important d'être décomplexé parce que c'est vraiment une phase obligée, je dirais, un passage obligé de ce stade de croissance. Alors ça, pareil, je vais en parler un tout petit peu. Là, est-ce que tu nous présentes, Pauline, c'est le rêve. C'est des gens qui sont hyper matures, qui connaissent le film et qui se connaissent très bien. Donc, qui font moi, je m'éclate entre 1 million et 10 millions d'ARR et après, je m'ennuie et tout. Trop bien. On a tous envie d'avoir des gens comme ça dans sa boîte ou d'être comme ça soi-même quand on est founder. C'est pas ça qui va se passer. Probablement. Ce qui va se passer, et ça, c'est très important si vous êtes à la RH d'une boîte à peu près dans ces étapes-là ou founder, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se sentir inconfortables sans savoir trop mettre de mots dessus. Et c'est pas qu'ils sont mal payés, c'est pas qu'ils sont à bout de souffle ou quoi que ce soit. Ils vont commencer à dire des trucs du genre ouais, mais je sais pas, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre, est-ce qu'on c'est pas comme Lydia Payfit Ledger du début, au final on est en train de perdre notre âme, on est en train de devenir comme les grands groupes et tout. Bah oui, parce que guess what, vous êtes en train de vous structurer en fait, et c'est très 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 important. Donc si vous repérez des signaux faibles de ce genre-là dans vos pulse surveys ou même en one-to-one ou des choses comme ça, de pas les mettre sous le tapis et de les adresser et de quelque part aller jusqu'au bout de l'exercice, de laisser les personnes qui se rendent compte en fait que la première phase était géniale et que la phase qui vient est peut-être une phase de run plus que de build et que donc c'est moins rigolo, et de voir comment on fait à partir de là. Est-ce que c'est quelqu'un qui va aller faire un autre chapitre, et là on rentre dans la mafia des boîtes, où il y a des boîtes qui ont essaimé d'autres boîtes, je pense à Docto, je pense à d'autres où il y a des gens qui sont partis monter d'autres boîtes, mais en tous les cas je pense que c'est très 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 important, notamment en tant que founder, de donner un cadre clair à tout le monde sur ce que c'est que la boîte à l'instant T, pour que tout le monde puisse se positionner sur ok, je veux être à bord pour le prochain chapitre, ou non, en fait ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais c'est vrai que tu as raison, pour ça il faut avoir cette vision de savoir qu'est-ce qui nous attend après aussi. Ce qui est jamais, parce que là on a l'impression que c'est simple quand on le dit sur le papier, mais en réalité est-ce que c'est aussi simple de dire je suis dans tel stade ou un autre? Évidemment tout se passe pas aussi bien que la théorie, ou aussi de manière aussi limpide, je pense. Yes. Donc en tout cas côté structuration d'équipe, on part du principe que c'est possible
qu'il y ait du turnover entre guillemets organique, enfin des gens qui sont arrivés au bout du cycle en fait, ou qui veulent pas suivre le prochain cycle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre côté structuration d'équipe qui est vraiment spécifique à la phase série B? Alors, du coup, on a tout cet aspect international qui va donc, en fait, ça va beaucoup impacter la culture, généralement, parce que donc côté Serie A, on commence à penser à l'international. Généralement, on va tester quelques pays voisins. Ça reste encore des premières choses assez basiques, mais on n'a pas forcément besoin de déployer des équipes sur place. La Série B, c'est généralement des poissons plus gros, dont notamment les US. Donc, ça nécessite de créer des équipes sur place. Donc, en fait, c'est de passer d'une boîte française à une boîte internationale qui a des bureaux dans plusieurs pays. Ça demande du coup de réorganiser les équipes. C'est à ce moment-là qu'on cherche une nouvelle organisation. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'on met en place les OKR, qu'on essaye d'avoir une méthodologie qui permet de bien faire fonctionner l'entreprise. Et aussi, on a encore une fois des nouvelles couches managériales qui viennent se mettre, donc d'autant plus on vient complexifier les chantiers que j'avais cités avant, donc carrière, rémunération, etc. C'est aussi à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des nouveaux métiers. Donc, par exemple, on va avoir donc le CRO dont je parlais tout à l'heure. C'est généralement ce grand moment où on a un split entre le CTO et le VP Engineering, parce que côté tech, on commence à avoir beaucoup plus de personnes à gérer, et donc il faut quelqu'un qui gère la technique et quelqu'un qui gère plutôt l'aspect managérial. C'est le moment où on va avoir un VP RH qui va être décorrélé d'un VP légal, qui va être décorrélé d'un VP Talent Acquisition, etc. On va en fait construire une organisation qui va être beaucoup plus axée sur la génération du revenu, et donc avec des expertises beaucoup plus pointues pour y arriver. Donc en fait, ça se complexifie, mais ce qui est normal. C'est aussi à ce moment-là qu'on va du coup avoir des premiers cadors qui vont rejoindre l'entreprise. Donc typiquement, si on adresse les US, on voit souvent le marketing qui est repris par un VP marketing qui vient des US parce qu'ils sont très forts dans cette fonction. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent et qui sont normales, c'est-à-dire qu'on a vraiment une spécialisation de chaque équipe. Ok, là, effectivement, là on rentre dans la suite logique de la série A de manière encore plus précise, assez logiquement. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive à notre CEO ? Eh ben, le CEO, du coup, normalement, à ce moment-là du board, en fait, on a aussi alors déjà la gestion du board qui évolue, c'est-à-dire que là, on a de plus en plus d'actionnaires. Notamment, ça peut arriver qu'on commence à avoir des actionnaires internationaux. On a ces boards qui sont plus les uniques moments où on va parler à ses actionnaires, mais généralement on split en comités en fait qui vont adresser plusieurs sujets. Donc par exemple, on va avoir un comité rémunération, un comité expansion internationale, et qui va permettre de faire beaucoup de workshops pour faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. Voilà, donc et on fait souvent intervenir aussi à ce moment-là des board members indépendants, donc il y a toute cette intégration de personnes. Donc c'est assez intéressant à voir, c'est que en fait, comme je disais, tout se complexifie à ce moment-là dans l'entreprise, mais pour apporter beaucoup plus d'expertise là où on sait que ça marche. Donc encore une fois, on va aller beaucoup plus loin dans la prédictabilité du business, et c'est vraiment l'objectif de cette phase-là, puisque en fait la prochaine étape, c'est pas forcément la série C, ça va être déjà commencer à peut-être se faire acheter, ou c'est vraiment là où finalement on va commencer à être prêt. Ouais, donc ce que j'imagine d'ailleurs, c'est que du coup, côté finance, pour prendre un peu la quatrième catégorie dont on a parlé, il y a potentiellement des enjeux de levée de fonds avec des acteurs internationaux, parce que forcément, si on s'internationalise, on va aussi lever peut-être à l'international, et ou du M&A en fait. C'est-à-dire soit nous-mêmes, on va essayer de se revendre à un industriel, enfin un gros acteur, soit on va racheter de la petite concurrence, soit on va faire des merges avec des acteurs
acteurs européens. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui commencent à se passer, non? Oui, alors le M&A, justement, c'est un des gros sujets de la série B, dans le sens où on peut racheter, l'entreprise peut racheter une autre entreprise. Ça, c'est aussi, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a aussi des CFO qui commencent à être beaucoup plus expérimentés, parce que le M&A, voilà, c'est quand même des opérations qui sont plus complexes, et surtout, c'est un gros pendant RH. Donc, ce qui a un gros impact, hein, c'est en fait, moi, je trouve que le M&A, au-delà de la partie recherche de cibles, rachat, etc., qui est très financière et juridique et stratégique, il y a l'aspect intégration des équipes qui sont rachetées, qui grosso modo en fait reviennent à retravailler la culture, réinfuser ce qui marche chez nous, repartager toutes les méthodologies qu'on a, etc. Peut-être petit point par rapport à ce qu'on disait aussi sur le renouvellement des équipes. En fait, dans les entreprises tech, alors je sais si c'est possible de mettre une note à la fin du podcast, mais parce que je ne suis pas sûre de moi, mais je crois me souvenir que les pourcentages de turnover dans les boîtes tech, c'est 25 à 30%. C'est énorme. Donc c'est énorme. C'est normal en fait qu'à ce moment-là il y ait du turnover, mais donc la série B est aussi un gros moment où on se pose sur cette rétention des talents et on va commencer à travailler tout ce qui est benefits de manière beaucoup plus approfondie, mais aussi à le penser beaucoup plus international, vu que c'est le moment où on va commencer à un international. Donc, comment ma grille de REM n'est plus adaptée simplement à mon pays, mais comment elle peut faire sens dans chacun des pays. C'est aussi là où on commence à avoir des coefficients de fixes, de variables, en fonction des localisations. Enfin, il y a plein de questions qui se posent, d'adaptation du droit aussi, tout simplement. Et donc, en fait, on est confronté à des problématiques qui sont juste cohérentes avec là où va le business. Bon, et est-ce qu'on va peut-être en 2 minutes parler de ce qui se passe dans les séries CDEFG, parce que on va pas faire un épisode de 2 heures, mais surtout vu qu'il y a beaucoup de build au début entre pré-seed, seed, série A, série B, vous l'avez compris, plus on avance, plus c'est plus de la même chose. Mais peut-être à partir des séries C+, tu peux nous faire quelques mots dans chaque partie, business, team structuration, finance fundraising, leadership, sur qu'est-ce qui va continuer à se passer a priori? Oui. Alors, en série C, par exemple, c'est là où on voit beaucoup de CEO devenir eux-mêmes business angels. On a ce besoin de prendre du recul et d'avoir une vision beaucoup plus strat, puisque l'entreprise devient elle-même beaucoup plus globale, avec quelque chose de beaucoup plus macro finalement, si on prend beaucoup de recul. C'est là où on va avoir du coup on va commencer à adresser aussi d'autres marchés un petit peu plus complexes. Typiquement, tout le marché asiatique est plutôt adressé à ce moment-là. Enfin, ça dépend du business, hein, mais dans les grandes lignes. On a également souvent une nouvelle génération de CFO qui arrive à ce moment-là, puisque on sera... Passé série C, bon, il y a encore des levées de fonds qui sont possibles, hein, mais en soi, on va pas encore en faire 10. Ça sera sûrement une, voire un exit, mais voilà. Donc on va avoir ce CFO qui va être prêt à emmener l'entreprise vers cette direction. Du coup, on a les premiers recrutements normalement des C-level asiatiques, qui sont aussi une sacrée paire de manches, hein, parce que c'est la compréhension de cette culture n'est jamais facile. De toute façon, toute culture à intégrer quand on n'est pas forcément de cette culture n'est pas facile côté RH. Mais donc là, c'est encore une autre paire de manches. Et du coup, on est souvent à des stades où on va commencer à réorganiser l'entreprise pour être dans une phase plus globale, consolider aussi l'ensemble du business côté finance, la consolidation, pardon. Je vais y arriver. Consolidation de la partie comptable, et puis surtout préparer l'exit, comme je disais. Top. Écoute, je pense que c'était un défi hyper compliqué de faire toute la vie d'une entreprise, du début jusqu'à exit, ou en tout cas assimiler sur les 4 verticales que sont la structuration d'équipe, le business, finance, fundraising et vie de CEO leadership. J'ai envie de te dire well done et merci de l'avoir fait en si peu de temps. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, ma chère Pauline, avec les questions classiques de fin d'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve? Si on veut engager la discussion avec toi, comment on fait ça?
Eh bien, on peut me retrouver donc sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, tu pourras donner mon adresse email sans problème en note de l'épisode. Exactement, qu'on mettra en note d'épisode. Est-ce que tu as une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Une ressource. Moi, j'aime beaucoup les contenus de Tribes. Voilà, je les lis assez souvent. Donc ouais, je trouve ça assez sympa. Et sinon, je puise beaucoup de choses dans beaucoup de communautés Slack. Par exemple, ESG Connect ou Growth Marketing France. Voilà, j'aime beaucoup aller sur ce genre de communauté. Je trouve qu'on a plein d'experts dedans et on peut en tirer beaucoup de valeur. Oui, le travail entre pairs, le soutien entre pairs, ça reste quelque chose qu'on aime beaucoup aussi, évidemment, d'où ce podcast. Côté outils RH, il y en a un en ce moment que tu aimes bien, peut-être dans les participations Xange, tant qu'à faire ? Oui, alors déjà, d'une, je reste toujours très fan de Welcome to the Jungle, qui est une de nos participations. En ce moment, j'aime beaucoup Café. Ça paraît peut-être anodin, mais ouais, j'aime beaucoup Café, donc pour gérer la gestion des équipes en remote de manière hybride. Voilà. Ok, je ne connais pas Café, donc... Tu ne connais pas ? Franchement, je t'enverrai, c'est assez sympa, c'est intégré dans Slack et ça permet de savoir qui est au bureau, qui ne l'est pas et de pousser aussi les gens qui sont au bureau à se voir. Donc notamment quand on a des équipes hybrides et pas forcément sur les mêmes sites, ça peut être hyper intéressant. Top, bon vous connaissez, on mettra dans la description de l'épisode. Et enfin, tradition du podcast The Human Factor oblige, c'est l'heure du passage de relais, du passage de micro. Si tu étais à ma place, qui est-ce que tu aimerais interviewer ? À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode ? C'est Nicolas Wagner de 360 Learning. Eh ben écoute Nicolas, si tu nous écoutes, écoute, tu es le bienvenu, comme tu l'as compris. Et d'autre part, au moment de quelque part faire un praise, faire un petit shout-out, Pauline pense à toi. Donc Nicolas, on laisse le micro et le casque en partant et tu es le bienvenu. Écoute Pauline, c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi pendant cet épisode sur ces sujets que tu maîtrises bien. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour toute ton expertise. Puis il me reste plus qu'à te dire à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et